Chedly, déjà un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Écoute, je pense peut-être pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Complètement, ouais. Donc moi je m'appelle Chedly, j'ai 25 ans. J'ai suivi des études un petit peu générales jusqu'en première au lycée. Donc j'ai fait une petite première ES. Et à partir d'un moment, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, on m'a proposé d'étudier aux États-Unis. Donc de partir 1 an en voyage de découverte. Et puis finalement, ce voyage qui devait durer 1 an à la base a duré 5 ans. Donc, je suis parti en 2012 dans une famille d'accueil à Atlanta, en Géorgie. Et quand j'étais là-bas, je faisais du foot. Je faisais du foot et j'avais des bonnes notes. Pas mal. Et en fait, tu as des agents qui sont venus me voir, les coachs de foot qui sont venus me voir, qui m'ont dit on aimerait que tu joues pour notre université. Donc tu jouais très bien au foot. Je jouais assez bien. J'étais pas mauvais, j'avais un niveau au-dessus quand même, parce que dans mon lycée, on jouait pas forcément. C'est des Américains, c'est horrible à dire, hein, mais c'est pas pareil qu'ici. Ici, c'est vraiment, ça fait partie de la culture. Là-bas, ça commence à entrer de plus en plus. Mais à l'époque, en 2012, j'avais quand même un niveau au-dessus de la moyenne. Je suis arrivé premier de la ligue en termes de buts, etc. Donc j'avais de jolies vidéos à partager aux coachs. Et quand ils ont vu ça, donc on m'a proposé vraiment pas mal de bourses. Donc j'avais un petit peu le choix au niveau des universités, mais la meilleure bourse que j'ai eue, c'était à l'université de Virginie-Occidentale, Institut de technologie. Et il s'avère que c'est l'une des meilleures écoles d'ingénieurs du pays. Bah ouais. Donc j'ai été super content. Donc j'ai ma petite bourse pour financer mes études. Je me retrouve à jouer au foot. Et en même temps donc faire beaucoup de muscu, parce que là-bas vraiment aux États-Unis c'est comme ça, un régime alimentaire, je mangeais 6 fois par jour. C'était juste fou, hein. C'est vraiment pour l'anecdote un petit peu américaine. T'étais devenu un espèce de buffle géant. Exactement. Je faisais littéralement 10 kilos de plus que ça, ah voire ouais, 15. tu m'étonnes. C'était incroyable. Et au final, étudier peut-être un peu quand même. Et donc j'ai suivi des études d'ingénieur informatique donc, dans cette université, dans ce campus universitaire, et pendant 4 ans. Donc là-bas, un diplôme d'ingénieur, c'est 4 ans. Suite à ça, en 2015, j'entre en contact avec donc, un personnage chez IBM, un software engineer à IBM, qui me propose de me mentorer pendant 2 ans jusqu'à l'obtention justement d'un poste chez IBM. Trop cool. Donc c'était magnifique, ça s'est super bien passé. Donc je me voyais déjà avoir ma Tesla la première année en travaillant chez IBM, parce que le contrat était quand même pas mal. Puis les salaires aux US, c'est pas les mêmes qu'en France. C'est pas les mêmes. Hashtag $130 000. C'est clair. Mais c'était complètement fou. Un rêve, vraiment le rêve américain. Et puis finalement, Donald Trump est arrivé au pouvoir. Et les entreprises ont pris peur aux États-Unis. Entreprises ont pris peur. Parce qu'il menaçait un petit peu de réduire les visas, etc., de virer des gens chez eux, de ne plus en accepter certains. C'était un petit peu horrible ce qui s'était passé, et la plupart des étudiants étrangers qui avaient pour but de rester aux États-Unis à ce moment-là sont tous rentrés chez eux. À part quelques-uns qui avaient un diplôme d'ingénieur civil, qui sont restés à travailler en tant que technicien de surface, un boulot sous-payé pour leur diplôme, mais ils étaient prêts à tout pour rester aux États-Unis. Ouais. Je veux dire, quand tu compares leur vie au Venezuela, ils ont tout fait pour rester vraiment aux États-Unis. Ce qui n'était pas mon cas, parce que revenir en France, c'était pas plus mal. J'étais en même temps à la recherche de plus de challenges, parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne au mérite. En France, il y a quand même plus de challenges, donc c'est ça qui me manquait en fait, réellement. Donc je suis revenu en France, j'ai fait un diplôme, j'ai poursuivi donc des études en management à Grenoble, école de management. Donc 1 an en alternance, sauf que je ne voulais pas travailler pour des gens en fait. J'avais déjà fait ça avant. Je ne voulais pas travailler pour des gens. J'avais déjà fait ça avant, alors j'ai quand même ma petite expérience, hein. Aucune qui était très horrible, hein. J'ai travaillé pour le gouvernement américain, j'ai travaillé en tant que professeur assistant dans mon université, j'ai fait pas mal d'admin, du développement informatique pour des startups en Arabie Saoudite, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, donc pas mal d'expérience, mais au final j'en suis arrivé au point où je voulais créer mon propre projet, ma propre entreprise. Ouais. Là où tu pouvais me comparer à beaucoup de mes potes qui prenaient des vacances et s'amusaient tous les étés. Moi, quand je revenais des États-Unis, donc une longue année de travail quand même avec, je faisais aussi de la lutte. Donc j'ai fait de la lutte, du foot, de la muscu tous les jours, plus j'enchaînais 3 boulots aux États-Unis, et j'avais mes études d'ingénieur, donc pas des moindres. Donc tu te tournais pas les pouces, quoi. Exactement. Et au final, plutôt que de me reposer l'été, je lançais des projets. Ouais. Ça veut dire que j'ai découvert le marketing de réseau, je commençais à vendre des produits à droite à gauche, j'ai commencé à avoir les podcasts, j'ai commencé à regarder un petit peu comment faire du montage, comment faire du design pour lancer ma propre appli, plein de choses. J'ai aidé des entreprises à développer des applis, j'ai voulu lancer mon association, j'ai fait plein de choses vraiment. Et au final, à un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est bien de lancer plein de projets, mais quand est-ce que j'ai mon projet à moi sur lequel je travaille, mon projet de vie en fait finalement.
C'est là que je me suis dit, bon, bah, je vais me poser deux questions. Je vais me poser deux questions et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu profondément. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui me rend heureux? Et la chose qui me donne envie de me lever le matin, et pareil quand j'étais petit, pendant les vacances ou n'importe, c'est le jeu vidéo. C'est le jeu vidéo. Le gaming. Je suis complètement fan de gaming depuis tout petit et j'étais capable de me réveiller vraiment à 7h du matin pour aller taper une partie de WoW ou d'un autre MMORPG ou quoi que ce soit. C'était juste fou. Et à ce moment-là, la deuxième question qui venait, c'était qu'est-ce qui pourrait me rendre encore plus heureux aujourd'hui? Dans le monde des jeux vidéo. Comment? Dans le monde des jeux vidéo. Dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde en général. Ouais. Mais mon monde, c'est le jeu vidéo quelque part. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, jouer aux jeux vidéo, oui, ça me rendrait encore plus heureux, mais à condition de jouer avec des personnes qui me correspondent. Et c'est là où m'est venue l'idée de créer donc, un espace pour les gamers. Un espace donc, au départ physique, parce qu'il fallait quand même que je fasse avec les moyens du bord, etc. Donc quand je suis revenu en France, mon premier réflexe avec mon associé, un pote depuis tout petit, depuis la 6e, donc David, on s'est dit, on va ouvrir une salle de jeu. Le premier réflexe, c'était d'ouvrir une salle de jeu. On ouvre la première salle de e-sport, gaming, un petit peu comme on l'appelle. Bon, après, tout le monde te dira, on a ouvert la première salle, etc. Mais à l'époque, en fait, je suis parti du principe que si je tape sur Google et que je trouve pas votre nom, si je suis parti du principe que j'en ai pas entendu parler des salles de jeu, des salles d'e-sport, des salles où on fait des compétitions, etc. Il y en avait, mais elles étaient peut-être mauvaises en communication, ou alors ça faisait pas encore le buzz. Donc je me suis dit, si ce buzz n'existe pas encore aujourd'hui, c'est à moi de le créer. Et si je peux donner un conseil, c'est vraiment dans toute chose. Si on n'en entend pas parler, s'il faut aller creuser pour aller chercher la solution, c'est à vous de le faire. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ma propre salle de jeu. Et quand je l'ai ouvert, ça a cartonné. Ça a cartonné, des centaines de visites en quelques semaines. C'était juste exceptionnel, ça cartonnait. Alors que vous aviez, j'imagine, zéro moyen, enfin que c'était Tout quand à même fait. On ne savait pas ce que c'était un prévisionnel Ouais. financier. Vraiment, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat de la manière la plus ridicule possible. Vraiment, non, au contraire, hardcore, la plus terrain et la plus vraie, quoi. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Et à ce moment-là, donc, le comptable, il nous dit ouais, vous avez un BP, etc. On ne sait pas ce que c'est. Nous, on fait juste le truc, on lui dit juste ouvre la société, nous énerve pas, vas-y fais. Et c'était vraiment à l'arrache, tout était à l'arrache. Et puis finalement, ça a cartonné. On a rentabilisé, on gagnait des sous, etc. Pas assez pour payer tout le monde. Ouais. C'était vraiment notre crash test finalement. Mais au final, on a pu conclure que l'idée fonctionnait. Et comme je le disais, dans ma salle, il y avait des personnes qui venaient de Perpignan, de Paris, de Toulouse. C'est dingue. J'avais des personnes qui venaient, alors pas du Paraguay pour venir visiter notre salle, mais qui venaient du Paraguay pour visiter Paris et qui se retrouvaient dans notre salle pour jouer à FIFA ou à League of Legends, etc. D'Arabie Saoudite, de Koweït, partout. Ouais. Et au final, tu te dis, mais c'est vrai quoi. Donc, les gens sont venus dans notre salle dans un petit patelin, donc dans le 77 à Logne. Ouais, t'étais même pas dans Paris, dans le 6e. Exactement, quoi. Ouais, alors qu'il y a des salles à Paris. Ouais. Et puis au final, c'est parce qu'on était bon en communication, on savait gérer un petit peu tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est bien beau ce que je suis en train de faire, de réunir des gamers. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui n'ont pas accès à cette salle? Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans cette salle, elles vont continuer de jouer avec des personnes qui ne leur correspondent pas. Big Game, pour faire un petit topo, c'était une salle de jeu qui permettait aux joueurs compétitifs de pouvoir être coachés, s'améliorer et participer à des compétitions dans une salle dédiée, avec du matériel dédié, et un lieu grand public pour accueillir des joueurs, pour pouvoir s'amuser, parce qu'on correspond en termes de passion, d'âge et de jeu notamment. Et c'était un métier d'immobilier plus qu'autre chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a ouvert une deuxième salle. Et puis le loyer est financier du coup aussi, j'imagine. Il y a du loyer, il y a de l'immobilier, et c'est pas le métier que je voulais faire. C'est pas le métier que je voulais faire. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, je veux mettre mes compétences techniques à profit, je veux me lancer dans un produit scalable, un produit digital, un produit dont je ne vais pas forcément coder, mais au moins manager. Et c'est là que je me suis dit, aujourd'hui, on a réuni des centaines de personnes dans une salle, mais une salle, ça a des murs, c'est limité par des murs. Pourquoi ne pas lancer entre guillemets, un produit donc digital, une salle digitale, un salon virtuel qui permettrait aux joueurs de se rassembler et de pouvoir jouer avec des passionnés qui leur correspondent en termes d'âge, d'objectifs, de niveau, etc. Et de langue aussi. Ouais. Parce que tu joues beaucoup avec des joueurs aléatoires, etc. en ligne. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on est venu, qu'on a créé Lancelot, donc l'application Lancelot. Et Lancelot, c'est un petit peu comme la salle. C'était en quelle année ça? On est en 2018, en juin 2018. Conception de Lancelot donc démarre en juin 2018. Elle termine en septembre 2018 où on commence le design de l'application. Le design, on le présente pour la première fois en crowdfunding.
Ça cartonne, donc on a demandé 7 500 €, on a eu un petit peu plus de 7 500, c'était génial. Donc la communauté suivait, elle adhérait au projet, les gamers adhéraient au projet, c'était intéressant. Puis on a fait donc un prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro auprès de la Chambre du commerce et de l'industrie, donc d'environ 45 000 €, ce qui nous a permis de développer la bêta de l'application. D'accord. Le fait d'avoir autant d'argent donc donné, surtout les proches nous ont aussi pas mal financé. D'accord. On a eu des proches qui nous ont financé, on a eu la communauté de gamers qui nous a financé, on a eu entre guillemets donc le département qui nous a financé. Et des investisseurs ont vu ça et se sont dit waouh, ces mecs-là sont déter quand même. Hein. Si tout le monde leur donne de l'argent, pourquoi pas nous. Pourquoi pas nous. Aujourd'hui, ils ont fait pas mal avec le peu qu'ils ont eu. Pourquoi ne pas leur donner beaucoup d'argent, etc. Et c'est comme ça qu'on a réussi à lever 300 000 € donc en février 2019, suite à la sortie donc de la bêta. Février 2020, c'est là où on a eu l'argent, mais on a sorti notre bêta en novembre 2019 et tout de suite ça a cartonné. On a eu des milliers d'utilisateurs sur l'application, ce qui a plu aux investisseurs. C'était un petit peu pour montrer l'attraction qu'il y avait sur l'appli, et donc on a concrétisé avec eux et on a closé donc le premier round, on va dire, en février. On a obtenu les fonds en février 2019. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que on oublie en fait que très souvent les investisseurs, en fait, ils sont quand même assez averses au risque, et que mettre des billes dans une boîte qui n'existe pas encore, c'est assez difficile. Vous, en fait, vous aviez déjà une communauté et un produit, et en plus qui avaient accepté eux-mêmes de vous financer. Donc pour un investisseur, mais c'est génial en fait, c'est un signal énorme. Exact. Donc c'est un super conseil que tu donnes aux personnes qui cherchent à se financer. Ouais, aujourd'hui on n'est pas comme aux États-Unis où là-bas tu peux juste avoir rendez-vous avec, je sais pas moi, Elon Musk ou un super gros investisseur, un gros bosseur. Tu lui dis autour d'un crabe, tu lui dis voilà, j'ai une super idée, intelligence artificielle, machine learning, tout ça, il te dit vas-y, 2 millions. Les quelques mots-clés qui vont bien, quoi. Exactement, les mots buzz, comme on dit, algorithme, tout ça, tu vois. Et donc là, en France, il faut du concret. Il faut un projet, il faut des visuels, il faut quelque chose qui existe, qui est tangible. Il te faut une communauté, il faut que des gens y adhèrent, et il faut aussi faire de l'argent si on veut lever beaucoup de fonds. Au départ, on va juste regarder l'attraction. Est-ce que ça cartonne en termes d'utilisation, etc. Et aujourd'hui, on en est à cette deuxième phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lancelot, ça cartonne. Et on est super content. La mission est accomplie. Il y a des utilisateurs sur l'application qui s'amusent dessus, qui se rassemblent et qui jouent, qui trouvent des partenaires. Vous avez combien d'utilisateurs, à peu près combien de personnes? Alors, depuis le mois d'août, donc aujourd'hui, on vient d'atteindre les 215 000 utilisateurs. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Donc plus de 200 000 utilisateurs depuis le mois d'août. Sachant que là, au moment où on parle, messieurs, dames, nous sommes en décembre, donc c'est en 6 mois, quoi. Exact, ouais. Donc ça a vachement cartonné, ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, on est sur des beaux chiffres en termes d'utilisation au quotidien, de manière aussi mensuelle. Donc on est super content. Maintenant, on arrive à un point où il faut accélérer. On est quand même, comme je l'ai dit, en France, il y a une certaine mentalité qui fait qu'on veut tout de suite monétiser. On veut, pour récupérer plus d'argent, il faut monétiser, il faut montrer qu'on crée de l'argent avec le produit pour pouvoir en demander plus. Ce qui est en soi super logique. Mais quand tu vois le rêve américain, quand tu vois qu'à la Silicon Valley, 1000 utilisateurs, ça te suffit pour lever 15 millions. C'est sûr. Faut pas trop se comparer. Mais c'est sûr qu'en France, l'argent est moins facile. Donc, Et vous, justement, vous monétisez aujourd'hui l'activité ou pas tellement? On monétise aujourd'hui. On monétise grâce aux revenus publicitaires. Donc, sur l'application, quand tu vas par contre, quand tu es gamer, tu ne payes rien. Exactement. Mais l'utilisateur final ne paye pas aujourd'hui sur l'application. Pour les fonctionnalités, il n'aura pas à payer pour matcher ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'abonnement ou autre. Tout est complètement gratuit. Par contre, nous, ce qu'on fait payer, c'est aux entreprises. Si elles veulent se positionner et profiter d'une audience gaming qualifiée, les entreprises peuvent se positionner sur l'application et vendre des produits ou gagner en notoriété auprès, encore une fois, d'une communauté, d'une audience qualifiée, parce qu'il s'agit de gamers. Bien sûr. Et ça, c'est pas donné à toutes les applis, toutes les plateformes. À part Twitch, il n'y a pas encore de réseau social, entre guillemets, qui propose une audience aussi qualitative et aussi précise. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi vos leviers d'acquisition? Parce que tu vois, là, tu me dis, donc maintenant, on a besoin de monétiser. Vous avez quand même réussi à créer une communauté de plus de 200 000 personnes. C'est
énorme, mais énorme, je pèse mes mots en 6 mois. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez fait et quels sont vos principaux leviers d'acquisition? Alors, au départ, on avait une stratégie marketing qui était des plus basiques, vraiment rien de super growth hacking ou quoi que ce soit, parce qu'avec le Covid, c'était très difficile d'activer. En plus, pendant le Covid, quoi. Exactement, ouais, c'était extrêmement difficile d'activer certains leviers, même si c'est du gaming, on peut pas s'amuser à faire des choses dans la rue ou quoi que ce soit qu'on avait prévu de faire, des choses vraiment super sympas. Genre de la guérilla marketing, genre vous vous habillez en mec Star Wars dans la rue. Ouais, à la rigueur, non, là c'était vraiment poser un canapé comme celui-ci, avec une console, une télé et jouer dans la rue, quoi. C'est énorme. On voulait faire des choses exceptionnelles vraiment qui allaient buzzer, vraiment qui allaient être vraiment sympa, mais puis au final on s'est dit qu'on allait s'attaquer à des canaux d'acquisition hyper lambda, Facebook Ads, Instagram Ads, mais plus tôt dans l'année, moi je me suis dit que j'ai regardé le parcours des entrepreneurs les plus successful. J'ai regardé Elon Musk, Mark Zuckerberg, et je me suis dit il y a quelque chose de puissant chez eux. Aujourd'hui, quand on parle de marque, on voit Facebook. Quand on parle de Facebook, on voit Mark. Et c'est pareil pour Tesla. C'est pareil pour Tesla aujourd'hui. Et je me suis dit, alors en toute humilité, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait absolument, et en fait c'est pareil pour toi finalement Pauline, c'est qu'à un moment donné, je pense aussi, tu t'es dit, il faut que les gens voient ma marque à travers moi et qu'ils me voient à travers ma marque. Créer une marque personnelle, incarner le personal sa marque, branding, complètement. Et c'est comme ça ça a que été je me une suis décision dit, consciente de ta part. Complètement, ouais. Et donc ça, c'était en janvier 2020. C'est là que je me suis lancé donc, sur les réseaux sociaux. Je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait surtout en fait personnifier, humaniser ta marque. Et ça, c'est la stratégie gagnante. Ça veut dire que derrière, même si aujourd'hui, tu vas tomber sur des robots quand tu veux parler à Facebook ou Twitter ou Snapchat ou ce que tu veux, eh ben, avant de lancer tout ça, t'as quand même l'idée que c'était quand même un gamin qui était dans son garage et qui développait, qui codait des trucs. Et c'est ça que je voulais. C'est ça. Je voulais me donner l'image de quelqu'un qui bosse extrêmement dur, qui est un gros gamer, comme la population que je veux séduire aujourd'hui. Et ça a fonctionné. C'est quelque chose qui a fonctionné. Et ce qui est cool en plus dans ce que tu dis, c'est que, alors moi tu sais, j'ai toujours mes termes marketing, mais en fait tu as une bonne plateforme de marque parce qu'en fait très souvent je pense que les gamers sont perçus comme des gens qui foutent rien et qui passent leur journée à bosser, tu vois, enfin pas à bosser justement, à faire du jeu, à jouer, et en fait juste à s'amuser, à être un peu dans le divertissement uniquement. Et toi en fait tu as pris un angle différent, faut quand même le dire, parce que juste essayer d'émerger, de faire comme tout le monde, ça marche quand même moins bien. Toi ton angle c'est je suis gamer bosseur. Exactement, ouais. Complètement, et c'est comme ça que je me définis, c'est vraiment un geek entrepreneur, des fois entrepreneur geek, ça dépend des moods, mais clairement je voulais absolument montrer que derrière, je suis un gros geek, je peux jouer des heures à des jeux vidéo qui viennent de sortir, etc., comme Cyberpunk ou quoi que ce soit, mais au final, mon jeu vidéo préféré, c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment c'est le jeu auquel je joue le plus aujourd'hui, et c'est ce qui me récompense le plus, parce que c'est ce qu'on aime dans le jeu vidéo, c'est de gagner, et aujourd'hui c'est ça qui me fait vivre. Alors je parle pas financièrement, je parle vraiment en termes de vie. C'est ça qui me pousse à continuer, à me faire vraiment à me pousser à développer d'autres choses, d'autres projets, etc. Et donc voilà, donc je me suis lancé sur les réseaux. Tu as commencé comment? Moi, je vais être dans la tête de Shedley là en janvier 2020. Tu te dis ok, j'ai une marque personnelle, bosseur et geek. Ça a commencé ça a commencé bien avant sur Instagram, etc. Donc moi j'ai jamais été mauvais en marketing. Ça veut dire que à partir du moment où tu comprends l'humain, où tu sais que en fait pour communiquer avec quelqu'un tu es obligé de partager des passions, j'ai su très vite sur Instagram, je me suis donné le défi de gagner en une semaine 2000 abonnés, sauf que pendant des mois après je suis resté à 2000 abonnés parce qu'après j'avais la flemme, je voulais pas me lancer parce que je me suis dit voilà c'est saturé ou autre, etc. Et là où est arrivé TikTok, donc une nouvelle plateforme sociale qui est arrivée, des vidéos entre 30 secondes et 1 minute, donc des vidéos très faciles à consommer, très rapides à consommer, donc des messages très faciles à apprendre et à réappliquer. Et c'est à ce moment-là où moi je me suis dit bon bah go se lancer sur TikTok. Il y a une opportunité. Opportunité. Au départ donc j'avais quelques petites lumières un petit peu comme les tiennes, etc. pour me lancer. Mais pas plus quoi, j'avais mon téléphone et je me suis dit, et je suis mauvais en montage. J'utilise TikTok pour faire du montage, ça. Donc pour te dire à quel point j'ai vraiment aucune compétence à ce niveau-là, mais la compétence que j'ai, on va dire, c'est de vouloir c'est de vouloir atteindre tes objectifs aussi. Je suis déterminé, c'est tout, je veux atteindre mes objectifs, c'est ça. Donc aujourd'hui j'avais cette passion aussi qui est pour moi vraiment une compétence, être passionné c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui, on fait plus des choses pour l'argent de temps en temps, etc. Mais aujourd'hui je suis super passionné, j'ai envie de parler à cette audience et j'ai envie aussi de la fédérer
autour de, alors non pas mes principes, mais plutôt ma façon de penser. Je voulais les fédérer autour du fait que aujourd'hui, même si le jeu vidéo ça cartonne, c'est mortel, etc. Eh ben, il y a quand même des problèmes dans le monde du jeu vidéo. Il y a trop de diversité, ce qui est un bon point, mais aussi un mauvais point. Qu'est-ce que tu veux dire, trop de diversité? Il y a trop de consoles, il y a trop de plateformes, il y a trop d'abonnements, il y a trop de jeux vidéo, et c'est pas mauvais en soi. Mais tu te rends compte très vite qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui le jeu vidéo nous fédère autour d'une même passion et c'est magnifique, autour d'un divertissement, ça nous sépare aussi. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne joues pas au même jeu auquel je joue. Ouais. Tu ne joues pas aux mêmes consoles, sur les mêmes consoles sur lesquelles je joue. Et c'est pareil, mais au sein d'un même groupe de potes. Aujourd'hui, toi et moi, on n'est pas les meilleurs potes du monde. Mais on s'aime bien quand même. On s'aime bien, on s'aime beaucoup. On jouera à TFT ensemble avec plaisir. Mais du coup, mes potes avec qui j'ai joué pendant des années à Modern Warfare sur PlayStation 3, et bah aujourd'hui ils sont sur Xbox, ils sont sur Switch, non, mais ils sont sur sûr. Pokémon. Donc tu peux pas jouer avec eux, quoi. On peut plus jouer ensemble. On peut plus jouer ensemble. Et c'est pas plus mal finalement, parce que toi tu as envie de jouer avec des personnes qui aiment le jeu, qui aiment la plateforme en question. T'as pas envie de jouer avec, t'as pas envie de forcer tes potes à jouer à tes jeux, tu vois. Moi c'est une galère de forcer mes potes à jouer avec moi à Dead by Daylight ou Overwatch. Donc j'ai dû me débrouiller pour trouver des partenaires de jeu. Donc je voulais un petit peu fédérer mon audience autour de cette idée que le jeu vidéo, bah, c'est bien, mais à plusieurs c'est mieux, et avec les meilleurs partenaires possibles c'est encore mieux, tu vois. Donc c'est là où je me suis dit que j'allais commencer à communiquer autour de Lancelot, donc mon application, etc. Donc, ce que tu n'as pas fait tout de suite, tu as mis un peu de temps avant de commencer à parler de ta marque. Complètement, donc c'est quand j'ai introduit un petit peu plus de gaming que j'ai commencé justement à introduire Lancelot. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler aussi, on est en bêta, et la bêta de l'application était tournée physique. Ça veut dire que c'est uniquement de la rencontre physique au départ sur Lancelot. Rencontre physique pendant le confinement, bof. Pas facile. Bof. Mais les joueurs ont commencé à l'utiliser d'une différente façon. Ils l'utilisaient pour se donner rendez-vous dans des lieux physiques, mais pour jouer de manière virtuelle. Et ça, à terme, on savait qu'on allait le faire. On savait qu'on allait proposer une application, une plateforme, qui allait proposer et aux gens qui veulent se rencontrer en physique de se rencontrer, et aux personnes qui veulent se rencontrer virtuellement de se rencontrer. Et donc, ça a juste finalement confirmé l'idée qu'on devait partir sur le côté online. Surtout après le Covid, tu vois, je veux dire, il y a tout qui confirmait qu'il fallait aller vers du online. Et donc, on a sorti, donc après levée de fonds, après recrutement donc de plus de personnes. Aujourd'hui, on est 6 dans notre équipe, dans l'entreprise. C'est là où, en août, on a pu développer la nouvelle version de l'application et la lancer en août. Et en août, boum, je veux dire, en quelques mois, donc 100 000, puis 200 000. L'application cartonne, on est super content, mission accomplie, les joueurs se rencontrent. Maintenant, on veut aller plus vite. On veut aller plus vite, et qui dit aller plus vite dit on a besoin de plus de personnes en interne, donc on a besoin de communiquer plus, on a besoin de plus de fonds. Aujourd'hui, on vient donc de closer un bridge de 300 000 € aussi. Donc au final, en un an, on a levé donc 600 000 € au total pour pouvoir accélérer, pour pouvoir développer le projet, pour l'améliorer et attirer plus de gens. Aujourd'hui, Shelly, c'est quoi les challenges les plus difficiles pour toi en tant qu'entrepreneur? C'est justement réussir à se financer, c'est le management, c'est trouver les bonnes personnes aussi, tu vois, recruter les bons talents, parce que c'est pas évident non plus, surtout que tu es sur un secteur quand même pas niche, parce qu'il y a plein de gens qui jouent à des jeux vidéo, mais où il faut des vraies expertises. Quand tu es en phase de lancement, en conception, design, ce que tu veux, ou développement, vraiment lancement, tu peux te permettre de tout faire. Tu es en phase de crash test. Tu peux te permettre de faire beaucoup d'erreurs, de te rater, de t'afficher, de te ridiculiser. Tu peux faire ce que tu veux. C'est là où justement on ne te connaît pas assez, tu n'as rien prouvé. Alors c'est à toi de réussir à développer tout pour réussir de convaincre et de prouver que tu cartonnes, que tu as la capacité de réaliser un projet exceptionnel. Aujourd'hui, on n'en est plus à cette phase. On est dans une phase où tout. Ça veut dire que, alors, dans la phase de conception, comme je te l'ai dit, la phase de lancement, c'est là où tu n'as pas besoin d'argent en fait. Tu n'as pas besoin d'argent. Ouais, tu testes, quoi. Il suffit d'un crayon et d'une feuille pour donner vie à une idée, pour donner vie à un projet. C'est ce qu'on a fait. Nous, on a dessiné des interfaces. C'était assez pour récupérer les 45 000 € du prêt d'honneur et les 8 000 € en crowdfunding. À partir du moment où tu montres, tu donnes vie à une idée en la dessinant pour permettre aux gens de la visualiser, les gens savent à quoi ça ressemble, savent à quoi ça ressemble et peuvent se projeter. Mais
tu n'as pas besoin d'argent forcément pour avoir de l'argent et pour créer de la valeur. Mais aujourd'hui, on en est à un point, on est à une phase de croissance. Et la croissance, tu es obligé d'avoir de l'argent. C'est 100% lié au financement. Alors tu me diras, aujourd'hui, j'ai pas la science infuse, hein, je suis un tout petit entrepreneur qui n'a rien prouvé encore. Bon, quelques petits trucs, mais pas tout quand même. Non, mais tu as prouvé des trucs, mais surtout tu es en plein dedans. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Ouais, je suis en plein dedans. Et c'est pour ça que je suis fan de me raconter mon histoire, hein, je raconte ma vie, j'étends un petit peu, mais aujourd'hui c'est pas donné à tout le monde enfin aujourd'hui Mark Zuckerberg il a peut-être pas eu le temps de documenter tout ça, et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui, parce que l'histoire, on peut pas se projeter avec la biographie de Mark ou de Steve Jobs, etc., parce qu'à l'époque ils documentaient pas. J'ai l'opportunité de pouvoir la documenter, donc je le fais à chaque instant si possible. Ouais, je te remercie. Et merci à toi justement de me laisser l'opportunité de m'exprimer là-dessus. Et donc aujourd'hui, en phase de croissance, tu as besoin de financement. Juste pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien le monde de la tech notamment, pourquoi est-ce qu'il faut des financements? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la croissance coûte cher? Aujourd'hui, on est disponible uniquement en France parce qu'on a des contraintes techniques. Et qui dit des contraintes techniques, on n'a pas assez de développeurs, de serveurs, d'espace dans nos bases de données. Ça, c'est coûteux. Une base de données, c'est coûteux. Un serveur, c'est coûteux. C'est vrai. Mais qui va manager ensuite ces données-là? Un développeur. Et le développeur, c'est coûteux. Et ensuite, plus de données, plus de développeurs, plus de données, plus de développeurs, c'est énorme. C'est un cercle vraiment vicieux avant d'être vertueux finalement. Et tu te rends compte que tu as tout le temps besoin d'argent, tout le temps besoin d'injecter, etc. Et alors même que vous dépensez assez peu en marketing, donc c'est même pas le marketing qui vous coûte cher, c'est l'humain en fait. C'est l'humain, exactement. C'est l'humain, c'est le projet, c'est le produit. C'est le produit. Avant même le marketing et le commercial finalement. Avant même d'attirer des utilisateurs. Parce que là on parle même pas de loyer, de bureau, de tout ça, qui coûte cher aussi. Tout ça, qui coûte aussi, ouais, exactement. Aujourd'hui, on investit principalement donc dans le produit, dans de la tech. Aujourd'hui, on n'est qu'en France à cause des contraintes qui sont qu'aujourd'hui, on a des demandes énormissimes de tous les pays, vraiment. Au Maroc, on veut Lancelot. En Afrique, on veut Lancelot. En Asie, on veut Lancelot. Au Moyen-Orient, au Québec, en Amérique du Nord, en Amérique latine, tout le monde veut Lancelot. Parce qu'aujourd'hui, c'est la plateforme qui répond à ce besoin. Sauf qu'aujourd'hui, techniquement parlant et financièrement parlant en général, dans un sens plus global, on ne peut pas aller sur un marché américain si on n'a pas des serveurs en Amérique. On ne peut pas avoir des serveurs en Amérique si on n'a personne pour le manager. Et on va faire quoi en Amérique si on y va du jour au lendemain parce qu'on a des serveurs? Qui va faire connaître l'application? Des influenceurs américains. C'est coûteux. Facebook Ads, ciblé en Amérique, c'est coûteux. La communication en Amérique, elle est coûteuse. Et potentiellement, il faut quelqu'un qui puisse connaître le marché américain pour pouvoir communiquer avec les Américains. Heureusement, je le connais. Mais faut quand même que je peux pas me séparer, tu vois, je peux pas me cloner. Et c'est là que tu te rends compte qu'aujourd'hui, on est en phase où on doit accélérer, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Ça veut dire que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est développer des features sur l'application pour plaire à nos utilisateurs actuels. Ralentir sur la communication. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accueillir plus de 10 000 utilisateurs sur l'application. C'est qu'en fait, tu peux même pas faire tout ce que tu veux parce que ça te coûte trop cher d'avoir plus d'utilisateurs. Exactement, Alors, une question, je suis désolée, je suis obligée de te la poser, mais tu as envisagé de faire payer tes utilisateurs ? Pas aujourd'hui, parce que pas aujourd'hui et jamais d'ailleurs en fait finalement, parce que c'est pas mon objectif. Je suis moi-même utilisateur de l'application. J'ai pas envie de payer. Je suis très bien moi aujourd'hui sur l'application. Mais je te pose la question juste parce que peut-être que des personnes qui apprécient vraiment le service se disent en fait moi je suis prêt à payer un premium, tu vois, un peu de la même manière que tu peux avoir certains trucs en freemium et puis si tu veux des options en plus. Et la communauté gamer, c'est une communauté extrêmement engagée. C'est une communauté qui soutient ses projets préférés sur les plateformes de crowdfunding. C'est une communauté qui soutient leurs créateurs préférés, leurs créateurs de contenu préférés sur les plateformes de divertissement, de streaming comme Twitch et YouTube avec des dons, etc. Mais aujourd'hui, et même dans les jeux vidéo, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va sortir un jeu même pas prêt, en early access, on appelle ça, en alpha puis en bêta. On va faire payer la communauté parce qu'elle y adhère et a envie de voir le projet grossir. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas envie tout de suite de faire payer nos utilisateurs. C'est quelque chose, moi, qui à titre personnel, je me projette en tant qu'utilisateur de ma propre application. Je ne me vois pas payer.
Je ne me vois pas payer et je vois très mal d'autres utilisateurs payer pour utiliser l'application. Mais on pourrait rajouter du freemium. On pourrait rajouter des abonnements pour accéder à des parties VIP avec des influenceurs ou du coaching pour jouer avec des joueurs professionnels, etc. Tout est envisageable et c'est quelque chose qu'on va intégrer dans le long terme. Mais en aucun cas, aujourd'hui, on a la prétention de pouvoir faire payer nos utilisateurs. C'est quelque chose que moi, je me refuse de faire. Pour l'instant, tu veux augmenter la taille de la communauté encore et puis vous structurer et puis vous financer avant de commencer à penser à ça. Et aujourd'hui, c'est même pas, même côté financement, aujourd'hui, même si on arrive à monétiser, c'est toujours pas assez parce que techniquement, on n'est pas capable de placer plus de pubs sur l'application. Ouais. Donc aujourd'hui, je sais même pas si les gens arrivent à se rendre compte, l'application crée de la valeur. Elle crée de la valeur pour les sites marchands, pour les marques. Et nous, on arrive à créer de la valeur pour nous-mêmes, étant donné qu'on fait de l'argent grâce à ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas placer plus de 3 publicités sur l'application. C'est dingue. Parce que techniquement, on n'a pas assez de main-d'œuvre derrière pour maintenir autant de publicités sur l'application. Tu vois ? Ah ouais. La seule condition pour pouvoir accélérer aujourd'hui, c'est faire comme les Américains. Aller injecter plus d'argent. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec 300 000 euros. Mais même 300 000 euros, ce ne sera pas assez. Ouais. On ne peut pas avancer avec 300 000 euros. On va juste survivre et développer 2-3 petites choses qui vont pouvoir nous aider dans la monétisation. Et ensuite, quand on aura un revenu récurrent qui plaira à des fonds d'investissement qui sont capables de mettre des millions d'euros, à ce moment-là, on pourra créer Lancelot idéal. Mais aujourd'hui, on a vu en 2020 que on ne peut pas se projeter à plus d'1 an. On ne peut pas se projeter à plus de 2 semaines. On ne peut pas aujourd'hui. Il y a des entrepreneurs qui se sont projetés il y a des années pour créer leur salle, leur cybercafé, leur restaurant, qui aujourd'hui ont dû lâcher leur restaurant à cause du Covid. On ne peut plus se projeter aujourd'hui. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, si on n'accélère pas, on va se faire dépasser. On va se faire dépasser par nos amis américains. On va avoir des concurrents de plus en plus. Quand Lancelot a été créé, une vingtaine d'applications à l'international se sont lancées, qui ressemblent vraiment beaucoup à Lancelot. Je ne vais pas parler de plagiat ni quoi que ce soit. Les gens peuvent s'inspirer, faire ce qu'ils veulent. Mais quand même le logo ressemble, on se dit que c'est dangereux et que les gens vont commencer de plus en plus. Voilà, les interfaces sont très calquées, ça commence à être dangereux. Donc, surtout quand c'est des Américains. À innover dans ce genre de cas, bien sûr. Exactement. Et c'est comme ça aussi que tu as peur de la concurrence américaine qui, eux, encore une fois, j'ai vu des entreprises comme la mienne, des startups comme la mienne, qui sont lancées bien après, le temps de s'inspirer comme il faut, et lever des dizaines de millions d'euros. Des dizaines. Souvent, c'est pas le plus facile d'être le premier. Ouais, exactement. Je sais, parce qu'avec Gemio, tu sais, on a vécu la même chose. Le nombre de boîtes qui se sont lancées après pour faire la même chose que nous. Exactement. Et ensuite, c'est à celui qui fait le mieux, c'est à celui qui a la meilleure identité, c'est à celui qui communique le mieux avec sa communauté. Et aujourd'hui, on va gagner clairement. Parce qu'il n'y a pas d'autres gamers comme moi qui lancent ces projets-là. C'est des projets qui sont lancés par des personnes qui ne sont pas gameuses en soi. Et moi, je suis un gros gamer et je sais qu'aujourd'hui, c'est moi qui parle le mieux à ma communauté parce que je les comprends, parce qu'on est la même personne au final. Et on joue au même jeu et on parle la même langue. Et c'est pas donné aux personnes qui lèvent 15 millions d'euros, etc. Donc ça fait flipper parce que lever 15 millions de dollars aux États-Unis, ça va leur permettre d'accélérer et d'atteindre certains objectifs, etc. Et aussi, d'un point de vue, marketing, ils vont pouvoir aller plus loin, acquérir plus d'utilisateurs, prendre plus de terrain. Et ça fait peur, sachant qu'aux États-Unis, ils n'ont pas eu besoin de prouver qu'ils font de l'argent. Ils ont juste eu besoin de montrer que ça cartonne sur un petit échantillon de 1000-2000 utilisateurs. Donc quand tu as 100 fois plus d'utilisateurs et que tu es coincé en France à galérer, à montrer à des investisseurs que tu es capable de faire de l'argent dans le court terme, parce que ce qu'ils veulent, c'est juste montrer que tu fais 10 000 euros par mois. Ils veulent pas se projeter et se dire tu vas faire des millions, tu vois ce que je veux dire. Ils veulent tout de suite 10 000 euros, 10 000 euros. Retour sur investissement. Chélie, du coup, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Ça serait quoi ton rêve là, mettons à 6 mois, 1 an ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est cette fameuse levée de fonds ? Exact, ouais. C'est de réaliser cette série A qui va nous permettre justement d'arriver au produit idéal qu'on veut proposer à notre communauté. Un produit complet, qui n'est pas buggé, qui est super bien optimisé sur toutes les plateformes et sur tous les téléphones, et qui réalise justement l'objectif de matcher les gamers le plus parfaitement possible, donc avec des technologies de matching qui permettent vraiment de matcher parfaitement, quoi. Et derrière, ensuite, de pouvoir aller à l'international et proposer notre produit à beaucoup plus de personnes. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est vraiment une bonne accélération
et un bon financement. Écoute, c'est le plus grand mal que je te souhaite. J'espère qu'il y a plein d'investisseurs qui nous regardent, qui vont aller jeter un coup d'œil sur Lancelot. J'espère aussi. Et qui vont ensuite vous soutenir, parce que je pense que le projet est plus vraiment un projet maintenant, c'est une vraie entreprise et qui nécessite tout simplement du temps et de l'argent. Exactement. Mais je te fais 100% confiance, parce que si j'ai bien retenu quelque chose de notre conversation, c'est ta détermination et le fait que quand tu fixes un objectif, tu fais tout pour y arriver. Exact, complètement. Merci beaucoup Shelly pour ton temps. Merci à toi Pauline.